Merci pour l'invitation. Effectivement, je vous propose une présentation, suivie évidemment d'une discussion, une présentation dans laquelle je ne proposerai pas forcément beaucoup de réponses, mais j'essaye quand même de clarifier. J'essaie de clarifier certaines choses. Alors, par exemple, là, dans le titre, déjà, j'ai essayé de mettre en rapport nationalisme et valeurs communes pour suggérer que, certes, les nationalismes, c'est mauvais, c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais que ce n'est pas forcément mauvais aussi. Il existe des nationalismes de droite ou des nationalismes de gauche, par exemple. On peut adhérer à certains types de nationalisme ou adhérer à certains types d'appartenance à la nation, sans pour autant adhérer à d'autres. Enfin, il y a quelque chose à clarifier autour de ce terme. Et puis, j'ai voulu le mettre en rapport avec valeurs communes en Europe, un petit peu en pensant au contexte aujourd'hui avec la guerre en Europe, en Ukraine plus précisément, mais quand même en Europe. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de se demander s'il n'y a pas des valeurs communes qui peuvent être portées par les nations occidentales, comme on dit, mais disons d'Europe de l'Ouest, et des valeurs communes qui vont à l'encontre de certaines valeurs que certains cherchent à nous imposer, en l'occurrence les valeurs de l'impérialisme russe, poutinien, qui cherche à affaiblir les valeurs libérales qui nous rassemblent en Europe. Alors, je vais peut-être préciser aussi libéral. Pour moi, quand je dis libéral, ce n'est pas néolibéral, ça veut dire simplement les idéaux d'autonomie individuelle que nous valorisons tous et toutes ici, je pense, dans la salle, et que peut-être même la majorité des Français valorisent, sauf évidemment ceux qui sont situés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Alors, pour clarifier, pour essayer de mettre un peu au clair ces éléments-là, je pars d'une idée qui vient de Benedict Anderson. Je ne sais pas si vous connaissez cet historien irlandais d'origine et qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle l'imaginaire national. Et en fait, il essaye dans ce livre de dire que les nations, c'est pas forcément, ou en tout cas les nations européennes, c'est pas des espèces d'agrégats culturels homogènes qui seraient par exemple chrétiens, on va dire, catholiques ou protestants. C'est pas des cultures, c'est surtout un imaginaire qui rassemble les individus sur un territoire via des objets techniques. Par exemple, via les médias. Quand on ouvre le journal, Le Monde, Libération, Le Figaro, certes, il y a les pages internationales, mais au départ, on parle de ce qui concerne le territoire français. Bon, et pareil dans d'autres pays. Il y a une focalisation sur le territoire national. Pareil, bon, et il explique bon, le réseau routier, le réseau ferroviaire, la langue aussi, qui est un outil technique qui nous rassemble, même si le contenu de la langue, il n'y en a pas, en fait. C'est juste un moyen de communiquer ensemble. Quoi qu'on dise, ça nous rassemble. Ça a été aussi, ces éléments techniques, ils ont été, par exemple, il dit, Benedict Anderson, beaucoup développés grâce à, par exemple, la révolution de l'imprimerie. Donc je trouve que c'est une perspective intéressante parce qu'elle permet de dire qu'il y a du national, il y a du rapport à la nation, même quand ce n'est pas explicite. C'est ça qui intéresse Benedict Anderson. Et c'est ça qui va m'intéresser aussi dans cet exposé. C'est-à-dire que parfois, nous faisons référence à la nation et nous avons besoin de la nation, même si on ne le dit pas, même si on tend à dire que la nation ne fait pas partie de notre raisonnement. Bon, je vais essayer peut-être de vous expliquer ça juste à l'instant. Donc, juste avant de rentrer dans le détail, je précise, Benedict Anderson, il dit que les nations sont des communautés imaginées, mais pas des communautés imaginaires. Ce n'est pas parce qu'on les imagine via des dispositifs techniques que les nations seraient des choses imaginaires, des choses qui n'existent pas vraiment. En fait, si, ça existe vraiment, même si c'est imaginé. Voilà, je dis ça simplement parce que parfois, même des chercheurs, des fois, disent que Benedict Anderson a parlé de communauté imaginaire, mais non, il a parlé de communauté imaginée. Alors, pour essayer d'expliquer pourquoi, parfois, nous avons besoin d'une référence à la nation, même si ça reste implicite, pour faire valoir mon argument, je vais
faire référence à un auteur que vous connaissez peut-être, Daniel Sabag, qui est professeur à Sciences Po Paris, si je ne me trompe pas. Daniel Sabag a écrit une chose très intéressante dans un article qui s'appelle « Nationalisme et multiculturalisme ». Et il dit la chose suivante à propos de personnes qui pensent que pour faire place à la diversité culturelle dans notre territoire, il faut absolument affaiblir l'idéal national. Il faut affaiblir la nation pour faire rentrer les identités culturelles et pour respecter la diversité culturelle ou religieuse. Alors, par exemple, quand Sabag pense à ces gens-là, il pense par exemple à Alain Touraine. Il vise explicitement Alain Touraine, par exemple, quand il dit cela. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'aussi longtemps que l'identité nationale est la seule à pouvoir fournir un sentiment d'appartenance commune sur laquelle repose en définitive le projet antidiscriminatoire comme plus généralement la promotion de la justice sociale, les partisans du multiculturalisme feraient sans doute mieux de s'abstenir de dénoncer le caractère uniformisateur et oppresseur du nationalisme, ne serait-ce que pour des raisons stratégiques. En substance, il veut dire, Alain Touraine accuse trop le nationalisme d'être uniformisateur, oppresseur, alors que le nationalisme n'est pas forcément uniformisateur ou oppresseur. Il peut être aussi inclusif, le nationalisme, ou en tout cas le rapport à la nation. Après, il faut qu'on décide si on parle, si c'est le bon mot nationalisme qu'il faut utiliser, ou si c'est un autre terme qu'on doit privilégier, mais Sabag, il suggère que le nationalisme n'est pas forcément uniformisateur et oppresseur, et il dit même que le projet antidiscriminatoire, par exemple, ou le projet de faire place à la diversité culturelle, il requiert la nation. Il requiert, plus précisément, une nation qui serait libérale. Donc une nation libérale, par exemple, la France est à peu près une nation libérale, au niveau des lois, etc. La Grande-Bretagne, ou plutôt l'Angleterre, si on parle de nation, et une bonne partie des pays d'Europe de l'Ouest, mais ce n'est pas le cas d'une grande partie des pays d'Europe de l'Est que Martine a évoqué, la Pologne ou la Hongrie, et puis évidemment la Russie, etc. Donc je vais essayer d'aller un peu plus, je vais essayer de parler de ces exemples-là tout à l'heure. Il y a également, pour aller dans le sens de Sabag, quand il parle de justice sociale, il dit la nation, elle peut être nécessaire à la promotion de la justice sociale. Il y a des enquêtes qui montrent que les personnes qui sont fortement attachées à la nation, qui disent être fortement attachées à la nation, soutiennent plus souvent les politiques redistributives réduisant les inégalités sociales. Il y a des enquêtes qui montrent ça pour le Canada ou le nord de l'Europe. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne marche pas pour tous les pays, ça marche pour certains pays, mais pas pour d'autres. Mais c'est simplement pour dire que, parfois, être attaché à sa nation, ça ne veut pas forcément dire combattre la justice sociale, ou combattre le multiculturalisme, ou combattre le projet antidiscriminatoire. Et certains auteurs vont encore plus loin, ils vont même promouvoir un véritable courant de recherche en philosophie politique qui s'appelle le liberal nationalism. Alors en français, on pourrait traduire ça par nationalisme libéral, tout simplement. Donc ces auteurs-là disent on peut être nationaliste et libéral à la fois, et même ils disent il faut être nationaliste pour être libéral. Alors je fais une précision sur ce que j'entends par libéral, je vais donner une définition très très simple. Pour moi, être libéral, ce n'est pas être favorable au néolibéralisme, à la dérégulation des marchés, à la déconstruction du code du travail, etc. C'est simplement penser que les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie privée tant que ça ne fait pas de mal aux autres. C'est une définition très très minimale, mais que beaucoup de gens partagent, j'imagine, dans cette salle. Enfin, on en discutera tout à l'heure. Alors, il faudrait peut-être compléter aussi par le fait que faut que les gens puissent avoir les moyens de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut compléter un petit peu, mais le cœur du libéralisme, disons que c'est ça pour être très, très rapide et très synthétique. Et dans ce courant-là de philosophie politique, de liberal nationalism, il y a des auteurs qui disent qu'il faut repenser la nation pour repenser vraiment cet idéal libéral que nous partageons
par exemple, David Miller le dit de la façon suivante: les libéraux prennent trop peu en compte le processus au moyen duquel les sociétés décrites aujourd'hui comme robustement libérales sont justement devenues telles. Il veut dire, par exemple, que si la France est globalement libérale, avec bien sûr beaucoup d'imperfections, beaucoup d'évolutions, bien entendu, si la France est globalement libérale, si les Français sont plus libéraux que les Polonais ou les Hongrois, par exemple, statistiquement, eh bien c'est parce qu'il y a une histoire, il y a eu, je ne sais pas, la Révolution française, ensuite la Troisième République, ensuite il y a eu mai 68, etc., qui permettent de donner corps à ces idéaux-là et de les stabiliser en quelque sorte. Donc c'est la nation qui stabilise ces principes-là. Je voulais aussi préciser que le nationalisme ou l'attachement à la nation, ça ne veut pas dire la même chose suivant les pays auxquels on se réfère. Il y a des pays dans lesquels les personnes, alors ça je me base sur une enquête internationale, il y a des pays dans lesquels appartenir à la nation, par exemple française ou norvégienne ou danoise, c'est surtout respecter des critères que chacun peut acquérir. Par exemple, la langue, chacun peut apprendre la langue. Alors certes, il y en a qui ne connaissent pas la langue et on va peut-être les considérer comme un peu des étrangers, bon, mais n'empêche, la langue, c'est quand même un critère une ressource, une compétence que chacun peut acquérir, et ça contribue fortement à faire reconnaître cette personne comme française aux yeux des Français qui sont interrogés dans ce type d'enquête. Le respect des institutions également. Pour les Français, pour aller vite, cette enquête suggère que pour les Français, ou pour les Norvégiens ou les Danois, respecter les institutions, c'est suffisant pour considérer quelqu'un comme étant pleinement français. Alors, ça, les enquêtes le montrent au sens où, quand les gens répondent au questionnaire, ils vont mettre plus l'accent sur ces critères acquis et ils vont beaucoup moins mettre l'accent sur des critères innés, comme les ancêtres ou le lieu de naissance. C'est-à-dire que pour les Français, les Norvégiens ou les Danois, on s'en fiche de savoir quelle est votre histoire par rapport à vos ancêtres, quel est votre lieu de naissance, ce n'est pas important, alors que c'est très important pour les Russes ou pour les Irlandais, d'après ces enquêtes-là. Alors je précise qu'il faut faire attention avec ce type d'enquête. D'abord, c'est des questionnaires, c'est du déclaratif. Ça ne veut pas dire que les gens forcément sont plus tolérants, par exemple en France ou en Norvège, qu'en Irlande. C'est pas aussi simple que ça. Donc c'est du déclaratif. Et puis en plus, les réponses selon les années où on fait l'enquête, là c'est 2018, bon, elles changent. La France, elle est parfois en telle position, puis parfois une autre position. Mais bon, globalement, voilà les résultats qu'on peut synthétiser. Par ailleurs, dans cette enquête-là, il est remarquable que la France, les Français ont, quand ils répondent à la question « Vous sentez-vous attaché à la France ?» Eh bien, ils répondent très fortement que oui, très souvent que oui, ils se sentent très attachés à la France, tout comme la Hongrie, mais les Français répondent aussi qu'ils se sentent cosmopolites. Ils répondent très souvent positivement à la question, enfin, ils adhèrent très souvent à la proposition selon laquelle je me sens davantage citoyen du monde que citoyen de mon propre pays. C'est ça la phrase qui est proposée dans le questionnaire, et les Français y adhèrent très majoritairement si on compare par rapport aux 32 autres pays qui sont dans cette enquête internationale. Alors, encore une fois, prendre avec des pincettes ce genre d'enquête, mais je trouve que ça permet déjà de clarifier certaines choses, de poser certaines questions sur quelle est la place de la nation, finalement, dans nos valeurs communes, dans nos valeurs libérales que nous partageons majoritairement. Bon, il y a d'autres petits résultats, je vais très vite sur celui-là. Ceux qui disent avoir alors, dans tous les pays, il y a une corrélation entre eux. Voilà. Ceux qui disent avoir un fort sentiment d'attachement à la nation sont plus souvent ceux qui disent accepter d'avoir des voisins d'une autre religion. Voilà. Ça pourrait paraître paradoxal, on pourrait se dire ceux qui
sont très attachés à leur nation, bah, justement, ils sont intolérants et ils ont un petit peu de mal à accepter les autres religions, bah, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais voilà, juste, c'est des éléments que je donne plutôt pour la discussion. Hein. Je ne prétends pas donner ici des réponses. Mais ça me permet quand même de rappeler des choses que vous savez déjà, mais que je trouve important de redire. Le nationalisme, il n'est pas forcément à droite, il peut être à gauche. Certes, par exemple, aux élections de 2017, Benoît Hamon, investi par le Parti socialiste, disait en visant la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, on ne répond pas au nationalisme de droite par un nationalisme de gauche. Mais il y a d'autres personnalités à gauche qui disaient, alors à gauche, ça dépend ce qu'on entend par gauche, hein, je pense que certains d'entre vous diront non, non, ça c'est pas la gauche, d'accord, mais on va dire ceux qui s'auto-identifient à la gauche, d'accord, disaient, alors typiquement, bon, il faut empêcher la confiscation du thème de l'identité nationale par la droite. Bon, vous connaissez ce positionnement, il est peut-être un peu maladroit, un peu hypocrite, etc. Bon, je pense qu'il ne faut pas, je ne veux pas rentrer dans les questions politiques, mais j'ai l'impression que vous voyez ce que je veux dire. Certes, je sais pas, on verra à la discussion, mais pour être plus, voilà, prendre quelque chose de plus massif, on va dire, j'allais dire de plus sérieux, mais en fait, plutôt de plus massif, au sens des résultats aux élections de 2017 et puis aux élections de 2022, hein, on a d'autres personnalités politiques qui, je le rappelle, vous le savez déjà, mais voilà, font référence à la nation de manière quand même extrêmement affirmée, de manière très explicite. Alors je prends juste un exemple ici qui relie nation, sciences techniques et puis également la lutte des classes. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, aux côtés des salariés et élus mobilisés pour faire reculer General Electric, donc un grand groupe américain qui voulait fermer une usine, enfin faire un plan social, comme on dit, en France, eh bien, Jean-Luc Mélenchon disait, parmi d'autres choses, il est question de science, de technique et de patrie. Donc, je tiens juste voilà, à rappeler que la question de la patrie, elle existe également à gauche. Bon. Alors, si je dis ça, c'est surtout, parce que là, vous dites peut-être, bon, ouais, on sait déjà, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que dans mon livre, par exemple, j'essaie de travailler sur plusieurs pays européens, et un des pays que je connais le mieux, c'est la Pologne, hein, tout simplement parce que je connais la langue et puis je suis franco-polonais. Ce qui se passe en Pologne aujourd'hui avec l'extrême droite, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus, comme je l'écris ici, de référence nationale crédible à gauche. Ce qui s'est passé en Pologne, alors il y en aurait pour beaucoup de temps pour expliquer ça, mais pour aller vite, ceux qui mobilisaient des références de gauche, on va dire marxistes, lutte des classes, redistribution économique, solidarité nationale au plan économique, dans les années 90, c'était les post-communistes. C'était eux qui ont monopolisé le discours de gauche, c'était ceux, en fait, qui étaient dans les années 80 communistes, qui étaient au gouvernement, qui étaient dans le parti, unique, enfin pas unique en Pologne, mais le parti dirigeant, vous voyez ce que je veux dire. Et comme ils étaient professionnels de la politique et qu'il n'y avait que eux comme professionnels de la politique, parce qu'il n'y avait pas d'opposition, eh bien dans les années 90, ils sont parvenus de façon très professionnelle à monopoliser le discours de gauche. Et donc, ils ont rendu inaudibles les discours de gauche qui ne seraient pas post-communistes. Et alors après, c'était très facile pour quelqu'un comme Kaczynski, qui aujourd'hui est au pouvoir, entre guillemets, hein, c'est-à-dire lui, il est député, enfin, il est quand même vice-premier ministre, enfin bref, c'est Kaczynski qui est l'homme fort de la Pologne aujourd'hui. C'était très facile pour lui de dire, dès les années 90, que ces gens-là, ces post-communistes, ne peuvent pas représenter la nation, ce sont des traîtres. Et c'est vraiment de cette façon-là, alors il y a d'autres paramètres évidemment, mais ça c'est une façon très très importante de la manière dont les conservateurs aujourd'hui sont parvenus à éliminer la gauche en Pologne, qui n'existe vraiment plus, vraiment plus. On a le choix aujourd'hui entre le néolibéralisme, quand on vote en Pologne, et puis le conservatisme d'extrême droite ultra-catholique et clérical. Donc, c'est vraiment... voilà,
je pense que si on compare les différents pays européens, ça devient vraiment important de se demander, est-ce que dans tel pays, il est possible de faire référence à la nation de manière crédible à gauche. Alors, bon, je vais peut-être aller vite là-dessus parce que je suis allé sur des choses que vous connaissez déjà, mais je pensais quand même revenir un petit peu sur ce que dit à cet égard Emmanuel Macron. Alors, je vais aller très très vite parce que vous connaissez bien, mais c'est juste pour dire que c'est pas très clair, évidemment. C'est le en même temps. Bon. Le patriotisme, il a essayé de dire en 2018 que c'est l'exact contraire du nationalisme, donc il a voulu se démarquer. Là, en l'occurrence, dans le contexte, c'était qu'il a voulu se démarquer de Trump. Mais quand il était candidat, il disait des choses assez contradictoires. Il disait il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, elle est diverse, elle est multiple. Donc là, il était plutôt en faveur de la diversité culturelle, on va dire, la multiculturalité. Mais dans la même année, dans Causeur, il disait je crois profondément que la France n'a jamais été et ne sera jamais une nation multiculturelle. Si un risque existe qu'elle le devienne, je le combattrai. Bon, c'est assez typique de Macron, mais je pense que c'est important de le relever, et surtout de relever qu'il ne s'oppose pas au multiculturalisme, il s'oppose à la multiculturalité. Là, il est en train de dire, bon alors, est-ce que c'est volontaire ou pas, ça je ne saurais pas le dire, mais dire une chose pareille, c'est quand même assez révélateur. Et puisque le sujet aujourd'hui, ce soir, c'est de parler de l'Europe, je voulais dire des choses que peut-être vous connaissez un petit peu moins, mais quand même ça va vous parler. Au niveau européen, il y a le même mouvement, un mouvement qui essaye, même dans les pays traditionnellement libéraux, de se démarquer du multiculturalisme, de la multiculturalité. Merkel a dit, alors ça c'était en 2011, la politique multiculti, selon laquelle nous vivons côte à côte et nous nous en réjouissons, a totalement échoué. La même année, Cameron disait, avec la doctrine du multiculturalisme d'État, nous avons encouragé différentes cultures à vivre séparées les unes des autres. Alors, bon, je ne sais pas trop à quoi il fait référence quand il dit multiculturalisme d'État en Grande-Bretagne et plus largement au Royaume-Uni. Bon, multiculturalisme d'État, c'est plutôt le Canada, c'est pas forcément le Royaume-Uni, mais bref. Et Sarkozy, à la même époque, disait « La vérité, c'est que dans toutes nos démocraties, on s'est trop préoccupé de l'identité de celui qui arrivait et pas assez de l'identité du pays qui accueillait. » Donc, ça, c'est un mouvement qui ne concerne pas uniquement les extrêmes droites, qui concerne aussi la droite conservatrice classique. Et ce qui amène, alors là, je fais comment dire, je vais au plus simple, mais une partie de ce qui a été promu en réaction à ce multiculturalisme qu'il faudrait éviter, ce sont les valeurs de la République en France. Alors, je dis tout de suite, les valeurs de la République, on peut les comprendre de manière très différente. Ça peut être quelque chose d'inclusif, mais là, dans le contexte de ce que dit Sarkozy, par exemple, bon, les valeurs de la République, elles sont là où d'autres ministres, Jean-Michel Blanquer, etc., alors, pardon, d'autres personnalités politiques, ce sont des valeurs qui sont pas forcément tout à fait inclusives. Ce qui va m'intéresser ici surtout, c'est pas d'aller dans le détail de chacune de ces politiques, mais surtout de montrer une espèce de convergence. En France, ça va être les valeurs de la République qui vont être promues pour essayer de contrer le multiculturalisme. En Grande-Bretagne, ça va être les British Values. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Et puis en Allemagne, la Leitkultur, la culture dirigeante allemande. Donc ça, c'est un mouvement, comment dire, très synchronisé, on va dire, dans 3 pays européens qui ne sont pas forcément dirigés par l'extrême droite, en fait, qui ne le sont pas de fait, et pourtant qui essayent de combattre un multiculturalisme supposé qui serait trop massif. Alors, la question, c'est évidemment, bon, ces 3
types de valeurs promues? Est-ce qu'elles sont inclusives? Est-ce que ce sont des valeurs qui permettent de rassembler? Ou est-ce que ce sont plutôt des valeurs ou des cultures que les gouvernements essayent d'imposer via l'éducation scolaire, par exemple? Moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça, c'est via l'école publique. Alors, sachant que la question est parfois extrêmement difficile à résoudre. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a quelque chose qui est très fortement imposé alors, aux nouveaux arrivants, et aux nouveaux arrivants plus précisément qui veulent acquérir la citoyenneté néerlandaise. Ce qui leur est imposé, c'est de montrer qu'ils sont compatibles, que leurs valeurs à ces nouveaux arrivants qui veulent acquérir la citoyenneté sont compatibles avec le libéralisme néerlandais. Et peut-être que vous avez entendu parler de ça, pendant quelques années, on leur imposait à ces personnes qui voulaient avoir la citoyenneté néerlandaise de visionner un film où des personnes de même sexe s'embrassaient dans la rue. Et on vérifiait évidemment si la personne voulant acquérir la citoyenneté acceptait ce type de comportement ou pas. Et évidemment, sur le principe, on pourrait se dire que c'est pas mal, parce que effectivement, c'est important de respecter les personnes si elles s'embrassent dans la rue et qu'elles sont de sexe différent ou qu'elles soient de même sexe. Ça revient au même, il faut accepter les deux. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc, on peut demander aux personnes d'adhérer à ce genre de valeurs libérales. Le problème qui s'est posé quand même, c'est que les Pays-Bas, quand le gouvernement néerlandais a imposé ce test de nationalité, il l'a imposé pour les personnes venant de certains pays et pas d'autres. Par exemple, les personnes canadiennes ou états-uniennes qui voulaient acquérir la citoyenneté néerlandaise n'étaient pas soumises à ce test de compatibilité avec le libéralisme. Et donc, cela suggérait qu'il y a certaines populations qui sont moins libérales que d'autres, qui sont moins tolérantes que d'autres, et évidemment, on pensait beaucoup aux musulmans, dans ce cas-là, à des religions qui, effectivement, certains courants de l'islam ne sont pas favorables à l'homosexualité, bien sûr, mais, comme du christianisme, bien entendu, et d'autres religions, mais est-ce qu'il est à droit, disons, de suggérer que certaines populations pourraient ne pas être compatibles avec le libéralisme néerlandais et que donc il faut faire un test spécifique pour ces populations-là? Là, ça pose question, quoi. Et de fait, cette politique a été finalement supprimée. Ça a duré quelques années, autour de 2010, un petit peu avant 2010, et puis ça a été déclaré inconstitutionnel. Donc, ça, c'est ce type de promotion de valeurs nationales, ça s'appelle l'homonationalisme. En France, c'est beaucoup moins visible qu'aux Pays-Bas, mais ça existe aussi, bien sûr. Alors, donc, si je donnais cet exemple, c'était pour dire voilà, que c'est vraiment très complexe, quoi. Même quand on veut promouvoir les valeurs libérales, on veut promouvoir la tolérance, c'est difficile parce qu'on risque d'imposer ce respect de la tolérance de façon un peu trop directe, pour aller vite. Maintenant, je voudrais aller un petit peu plus dans le détail d'un exemple international. Comme je vous l'ai dit, il y a un parallèle assez intéressant à faire, je trouve, entre valeurs de la République et British Values. Alors, un parallèle, je ne dis pas que c'est la même chose. Évidemment, déjà, vous voyez bien que valeurs de la République, c'est la République. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui est universel, même si c'est quand même la République française, mais c'est quand même la République, alors que British Values, c'est des valeurs britanniques. Donc ça renvoie à une culture, à une identité beaucoup plus homogène que la République. À la limite, la République, on peut dire que c'est juste des lois, des principes, c'est tout. Alors que British, il y a un contenu culturel beaucoup plus massif. Alors, ces British Values, elles sont promues aujourd'hui dans l'éducation scolaire, mais pas seulement, dans la formation des adultes,
l'éducation non scolaire aussi, on dit que les institutions éducatives en général, surtout celles qui sont liées à l'État, doivent promouvoir les British Values. Et ces British Values, donc cette promotion vraiment institutionnelle, réglementaire, elle est apparue en 2014, à la suite d'un événement que je vais vous raconter et analyser. Mais d'abord, je voulais donner un petit peu la teneur de ce que ça peut bien être, en citant, encore une fois, David Cameron, qui disait donc en 2014, il était Premier ministre à l'époque, il disait « Un pays vraiment libéral croit en certaines valeurs et les promeut activement. Il dit aux citoyens, voilà ce qui nous définit en tant que société, appartenir à ce pays, c'est croire en ces éléments-là. » Donc là, pareil, il y a quelque chose de très compliqué, un peu comme pour l'exemple des Pays-Bas, mais différemment. On a quelqu'un qui dit, pour être libéral, il faut que vous croyiez à des valeurs très déterminées. C'est un peu paradoxal. Mais bon, c'est ce qu'il appelle le muscular libéralisme, donc libéralisme musclé. Et c'est une espèce de mélange un peu étrange. Alors, si j'en parle, c'est parce que il me semblait très intéressant d'aller un petit peu plus dans le détail et de voir comment cette promotion des British Values est advenue à l'agenda politique. Elle est advenue à l'agenda politique à la suite d'une enquête des services antiterroristes du gouvernement dans des collèges et lycées publics, des State Schools de Birmingham. Bon, je mets public entre guillemets parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire exactement la même chose que école publique en France. Mais c'est des state schools, ça veut dire des écoles financées par l'État. Et ces écoles, en plus, sont dites secular, donc séculières, pas laïques, mais ce n'est pas des faith schools, d'accord? C'est des state schools séculaires, donc elles ne sont pas identifiées comme juives, musulmanes ou chrétiennes. Non, alors il y a des cours de religion dedans, mais ça reste des écoles qui n'ont pas d'identité précise au niveau religieux. Alors là, ça peut vous poser question, évidemment, comment ça se fait que des services antiterroristes enquêtent dans des collèges et lycées? Alors, ça vient du fait qu'il y a eu, alors je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment, mais il y a eu une lettre anonyme qui a été postée à la mairie de Birmingham et qui disait qu'il y a des islamistes, gouverneurs d'école, qui diffusent une idéologie très, très, très conservatrice et qui oblige les enseignants, qui ne sont pas forcément musulmans, à s'y conformer, qui oblige également les élèves, évidemment, à s'y conformer. Et cette idéologie islamiste, concrètement, ça donne les élèves garçons devant la classe, enfin je veux dire, les filles sont au fond de la classe et les garçons sont devant, c'est-à-dire on organise la classe de façon à ce que les filles soient derrière, parce qu'elles seraient inférieures. C'est ce que dit la lettre anonyme qui a été postée à la mairie de Birmingham. Cette lettre anonyme dit également que dans ces écoles-là, le théâtre a été interdit, parce que c'est considéré comme immodeste. La danse est interdite aussi, et puis les termes contraception, préservatif, homosexualité sont tabous. C'est-à-dire les gouverneurs islamistes disent qu'il ne faut pas utiliser ces termes parce que c'est tabou, on n'en parle pas. Donc, ce qui est par contre étonnant, c'est que l'enquête, elle n'a pas été menée par un service du ministère de l'Éducation nationale. C'est les services antiterroristes qui s'en sont chargés. Vous voyez le problème. La lettre, elle dit qu'il y a un problème éducatif. Il y a un problème de conservatisme, il y a un problème pédagogique. Et qui fait l'enquête? Qui doit faire l'enquête d'après le gouvernement? Eh bien, c'est les services antiterroristes. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui est un peu étrange et ça va donner lieu à un grand débat en Grande-Bretagne à ce sujet et je vais vous donner les éléments de ce débat. Donc cette enquête, évidemment, elle confirme ce que dit, je fais un peu vite, mais elle confirme ce que dit la lettre anonyme. Oui, donc ils font des interviews avec des enseignants, des chefs d'établissement, etc. Et effectivement, il y a des pressions qui sont exercées d'après donc le gouvernement et son rapport. Ça donne lieu à un rapport qui s'appelle le rapport Clark.
Alors, comment y voir plus clair? Il y a plusieurs interprétations qui apparaissent dans les médias et dans la sphère politique. La première interprétation, c'est de dire qu'il ne s'est rien passé de grave dans ces établissements scolaires. Seule l'islamophobie du gouvernement est en cause. Alors ça, c'est une interprétation qui n'est pas seulement avancée par des journalistes, mais aussi par des chercheurs. Dans mon livre, je parle de certains sociologues très connus qui vont vraiment écrire des bouquins exprès pour ça, et qui vont dire non, c'est vraiment une affaire montée de toutes pièces par le gouvernement. Alors, bon, évidemment, ils ont des éléments, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on va solliciter les services antiterroristes? C'est déjà un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a peut-être que le gouvernement n'est pas tout à fait impartial. Peut-être qu'il a des idées derrière la tête. Et évidemment, il a des idées derrière la tête. Il veut monter l'affaire de sorte que ça fasse quelque chose de national, parce qu'au début, ça aurait pu être juste localisé à Birmingham, une affaire pédagogique, etc. Non, le Premier ministre Cameron a un intérêt à dire, voilà, nous, on va s'occuper de l'islamisme, etc. Donc, il y a bien une partialité du gouvernement. Après, islamophobie, bon, je ne me prononce pas sur ce terme-là. On pourra en parler si vous voulez plus tard. Deuxième interprétation, les musulmans veulent gérer les écoles des Britanniques. On a, c'est pas seulement les islamistes, c'est vraiment un problème d'une population qui vient nous envahir, etc. Alors là, il n'y a pas beaucoup de chercheurs, à ma connaissance, qui avancent cette interprétation, mais elle apparaît beaucoup dans les tabloïds et puis, évidemment, chez les responsables politiques qui sont très à droite. Bon, et ce qui est très problématique dans ce genre de phrase, c'est par exemple que les musulmans, ils sont déjà britanniques en général. Ceux qui sont dans ces écoles-là, y compris à Birmingham, on ne peut pas opposer les musulmans et les britanniques. Vous voyez un peu le problème de cette interprétation. Et puis une troisième interprétation, alors, qui me semble en fait la plus plausible, c'est que l'islamisme est un réel problème, un problème politique et culturel, mais il est maladroit de réagir en promouvant des British values. L'affaire a été instrumentalisée par le gouvernement pour promouvoir des valeurs qui seraient british et qui donc suggèrent, me semble-t-il, que certains citoyens britanniques sont moins british que d'autres. Et qui sont les citoyens moins british que d'autres? C'est plutôt les musulmans. Donc, voilà, l'interprétation qui me semble la plus plausible. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'argumenter tout cela, parce que je voulais parler aussi d'autres pays européens, mais ce que j'essaie de faire ici, c'est simplement quelque chose de très simple, c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport aux controverses, quoi. Je fais rien de très... je fais quelque chose de très simple, en fait. J'essaie de faire mon métier de chercheur, tout simplement, et puis mon métier de citoyen aussi, par la même occasion. Et, voilà. Mais l'idée, c'est aussi de voir, si on fait des comparaisons internationales, j'essaie de dire dans mon bouquin, vous pouvez faire des comparaisons avec l'affaire du voile de Creil. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que l'affaire du voile, ce n'est pas de l'islamisme, hein, c'est juste des voiles. Il y a des liens peut-être avec l'islamisme, mais enfin, une fille qui vient à l'école avec un voile, ce n'est pas forcément de l'islamisme, évidemment. Donc, ce n'est pas les mêmes affaires, mais si vous regardez les positionnements politiques, les positionnements de certains chercheurs qui dénoncent l'islamophobie d'État, vous avez finalement des choses assez frappantes, des ressemblances assez frappantes, qui me font dire que, personnellement, je trouve qu'il y a finalement beaucoup de convergence entre British values et valeurs de la République. Parfois, on oppose beaucoup la France républicaine à la Grande-Bretagne multiculturaliste. J'essaie de dire dans mon livre que l'opposition, elle n'est pas si forte que cela. Les questions sont très similaires, les débats sont très similaires.
Alors, oui, je vais quand même vous donner juste un exemple. Pourquoi il me semble qu'il y a vraiment un problème d'islamisme quand même dans ces écoles de Birmingham? C'est parce que si vous regardez le jugement, parce qu'il y a eu comment on appelle ça, une commission disciplinaire pour voir si ces gouverneurs islamistes doivent être bannis de l'enseignement à vie, par exemple. Ça a été le cas pour l'un d'entre eux. Donc, il y a eu une commission disciplinaire et certains gouverneurs islamistes, enfin en tout cas qui ont été accusés, reconnaissent certains faits. Et l'un d'entre eux, c'est par exemple, oui, je reconnais qu'en tant que gouverneur à Birmingham, j'ai souhaité introduire une politique dans mon établissement qui interdit les garçons et les filles de se toucher. Alors, là, évidemment, au tribunal professionnel, enfin dans cette commission, l'accusation dit, si vous faites ça, c'est parce que vous êtes misogyne, c'est parce que vous êtes puritain, c'est parce que vous interdisez des choses qui pourtant devraient être normales. Pour des adolescents, on peut se toucher entre garçons et filles, je veux dire, on peut flirter, je ne sais pas, des choses comme ça. C'est important quand même pour les adolescents. Et la réponse de la défense, c'est de dire, nous voulions instaurer un comportement professionnel. Un comportement professionnel et aussi qui protège les filles du harcèlement sexuel. Bon. Moi, je ne trouve pas ça très convaincant, personnellement. C'est ce genre d'arguments de la défense qui me font dire que c'est pas que la défense n'est pas crédible, en fait. La défense n'est pas crédible. Et ce qui est très bizarre, c'est que certains sociologues qui vont beaucoup accuser le gouvernement d'islamophobie, ne parlent pas trop de ces éléments-là, de ces éléments un peu moins crédibles de la défense. Donc, voilà, je ne rentre pas dans le détail. Je regarde combien il me reste de temps. Ah, plus beaucoup. Ça va? Alors, bon, un autre pays, si vous le voulez bien, je fais un peu, j'espère que ça ne fait pas trop catalogue, ce que je fais. J'essaie quand même de montrer les points communs, les convergences, etc. Bon, la Pologne, je vais vous donner, j'en parle parce que d'abord, c'est évidemment un des pays qui sont les plus inquiétants en termes de montée de l'extrême droite, avec la Hongrie. Dans le titre ici, je suggère que c'est assez semblable à l'Italie. Bon, je ne connais pas très bien le cas italien, mais il me semble que si vous regardez les déclarations de Meloni, bon, c'est aussi un nationalisme fortement lié à la religion. Je suis une femme, je suis catholique, je vais défendre à la fois la nation et la religion catholique qui a constitué notre nation. Je fais le parallèle avec l'Italie, aussi pour dire que si vous essayez de faire un parallèle avec d'autres pays, par exemple comme la Suède, vous ne retrouvez pas vraiment cette configuration-là. Voilà, c'est simplement pour rappeler qu'il y a différents types d'extrême droite en Europe. Bon, là, la Pologne, c'est assez semblable à l'Italie. Je dis bien assez semblable a priori. Il y a beaucoup de différences aussi. Évidemment, par exemple, la question d'immigration, elle ne se pose pas de la même façon. Il y a la guerre en Ukraine qui est plus proche de la Pologne que de l'Italie. Voilà. Chaque pays est différent, bien entendu. Je rappelle quand même ce qui se passe en Pologne, parce que les médias le disent, mais des fois, je pense qu'on pourrait insister un peu davantage là-dessus. Depuis l'année dernière, l'IVG est criminalisé, banni, même en cas de maladie congénitale gravissime chez l'enfant à naître. C'est un renforcement de la pénalisation de l'IVG. L'IVG était déjà interdit, mais il y avait des exceptions. Là, même en cas de maladie congénitale gravissime, il est interdit de pratiquer l'IVG, sous peine de poursuite. Je précise que c'est l'Église catholique qui a demandé au gouvernement de renforcer
cette criminalisation de l'avortement. Je précise également que l'Église catholique a demandé plus que ça. L'Église catholique a demandé que l'IVG soit interdit même en cas de viol, en cas de naissance provoquée par un viol. Bon. Heureusement, entre guillemets, le gouvernement n'est pas allé jusque-là, mais ça va venir peut-être. La politisation des messes dans certaines régions, ça je le dis parce que les médias ne le disent pas, et puis c'est pas vraiment... enfin, je sais pas si... j'ai pas trop vu ça dans les médias français. Bon, après, peut-être que vous me contredirez. C'est pas également très bien documenté, parce que donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sermons qui sont faits à la fin des messes et qui ne disent pas pour qui il faut voter. Ça, c'était dans les années 90. L'Église disait qu'il faut voter pour tel ou tel parti qui est conforme à la religion. Aujourd'hui, les hiérarques ne veulent plus faire ça, parce qu'ils savent très bien que s'ils font ça, les gens vont arrêter d'être catholiques, quoi. Je pense que les Polonais, quand même, il y a des limites, on va dire. Mais, en fait, je suis allé à une messe l'année dernière, j'étais en Pologne, juste pour voir, en fait, si c'était politisé ou pas. Et effectivement, c'était dans une région plutôt rurale, parce que si vous allez dans les grandes villes, dans la capitale, vous n'aurez pas ça. Mais dans les régions rurales, plutôt de l'est de la Pologne, vous avez toujours le petit commentaire du type bon, vous savez, il y a des problèmes avec, par exemple, la protection de la vie depuis la naissance jusqu'à la mort. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais vous savez qu'il y a des personnes dans le corps politique, dans les responsables politiques que nous avons, qui s'occupent de cette affaire. Vous voyez un petit peu ce genre de suggestion qui ne dit pas pour qui il faut voter, mais qui suggère très fortement que voilà, il y a des gens qui peuvent s'occuper de ça et qu'il y en a d'autres qui s'en occupent moins bien. Après, c'est aux gens de deviner, mais c'est toujours politisé. On s'étonne après que les gens votent, voilà. Surtout dans l'est de la Pologne d'ailleurs, pour le parti d'extrême droite actuel, qui est au gouvernement. Donc, l'emprise de l'Église sur l'école, bon, vous savez, crucifix, cours de catéchisme plus ou moins obligatoire. En théorie, d'après la loi, ce n'est pas obligatoire, mais de fait, je peux vous expliquer pourquoi, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, les enfants et les parents sont obligés de mettre leurs enfants au catéchisme à l'école, financé par l'État, donc par tout citoyen, même s'il n'est pas catholique. Juste un point là-dessus, le primat de Pologne a dit récemment, si vous êtes catholique, vous êtes obligé de mettre votre enfant au catéchisme à l'école. Il ne suffit pas de le mettre au catéchisme à la paroisse, il faut le mettre à l'école aussi. C'est très fort comme déclaration, parce que ça suggère que si vous ne mettez pas votre enfant au catéchisme à l'école, si vous considérez par exemple que vous êtes catholique, mais que la paroisse ça suffit, parce que l'école ce n'est pas le lieu du catéchisme, ben, vous êtes considéré par le primat de Pologne comme un mauvais catholique. Et puis, vous avez entendu parler peut-être aussi, j'imagine, hein, mais je rappelle, les zones libérées de l'idéologie LGBT, LGBT Free Zones, donc des villes entières où il est interdit de promouvoir l'idéologie LGBT. Donc, il suffit, par exemple, si vous mettez un drapeau LGBT sur la porte d'un café pour indiquer que votre café est gay-friendly, par exemple, hein, comme ça se fait assez souvent, là c'est interdit ça, c'est interdit. Et vous avez même une carte sur Internet que vous pouvez trouver avec toutes ces zones-là qui sont libérées, et puis les autres zones qui sont encore sous l'emprise de cette idéologie LGBT, évidemment accusée d'être occidentale, trop libérale, etc. Et puis, nouveauté, avec la guerre en Ukraine, cette année, les élèves en primaire manieront les armes à feu. À partir de cette année, là en septembre, ils ont un cours de maniement des armes à feu pour se préparer à une éventuelle guerre en Pologne, ou peut-être, je ne sais pas, un soutien à l'Ukraine par les citoyens, sous forme de mobilisation générale.
Ce qui est intéressant avec ce point-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat aujourd'hui en Pologne à ce sujet. Vous avez des milieux très très radicalement à gauche, enfin, dans le contexte polonais, qui vont vraiment dire non, ça pose un problème, mais le débat n'a pas lieu. Bon, sans doute en raison du fait que la guerre est juste à la frontière, donc c'est quand même difficile. Certains, j'imagine, peur d'apparaître comme des traîtres s'ils disent que ça pose quand même un problème. Surtout que ce cours-là, il a été mis en remplacement du cours d'éducation à la santé. Donc, si vous rajoutez ça, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est cette année, enfin, ça vient juste d'être annoncé, à voir jusqu'à quel point les enfants manient les armes à feu. Je crois que il ne reste pas très... Oui. Bon. Je vous donne un exemple. J'essaie de monter un petit peu en perspective. J'ai essayé de parler de quelques pays européens. Évidemment, je n'ai pas pu tous les traiter. Ça n'aurait été pas possible. Et puis, de toute façon, c'est pas dans mes compétences. Mais je voulais monter un petit peu en généralité en parlant de certains jugements européens. En fait, je vais en parler que d'un seul. Un jugement européen sur les crucifix. Vous en avez sûrement aussi entendu parler. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce type de jugement, c'est qu'on se rend compte que la question, c'est pas forcément juste est-ce qu'on est laïque, est-ce qu'on n'est pas laïque, c'est aussi ou est-ce qu'on est libéral ou pas libéral, est-ce qu'on est républicain ou pas, est-ce qu'on est d'extrême droite ou pas. Mais c'est aussi quelle est la place de l'Europe, quelle est la place des décisions européennes dans les politiques nationales. Et pour illustrer ce type de questions et pour y réfléchir, il semble que cet exemple il est particulièrement intéressant parce que donc la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, suite à une plainte en Italie, que le crucifix qui est dans les écoles publiques porte atteinte à la liberté d'instruction. Il devrait donc être retiré. Et donc l'Europe a dit, voilà, les écoles italiennes, il faut que vous enleviez les crucifix. Donc ça veut dire qu'en Pologne, c'est pareil, par exemple. Si on les enlève en Italie, ben, à un moment, ça va être très facile de les... ça va être nécessaire de les supprimer aussi dans d'autres pays où les crucifix sont obligatoires dans les écoles publiques. Donc le jugement disait qu'en 2009, le crucifix exerce une influence arbitraire sur les enfants, notamment s'ils sont jeunes, par exemple en fin de primaire. Un enfant est quand même très susceptible à ce genre de symbole, enfin susceptible d'être influencé par ce genre de symbole. Donc il faut bannir ce type de symbole. Et, alors il y a le soleil qui me gêne, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Et la réponse du gouvernement italien, alors elle est très longue, elle est très complexe, mais en substance, le gouvernement a répondu nous ne sommes pas d'accord, nous faisons appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que le crucifix, en fait, ce n'est pas une question religieuse, c'est l'identité nationale qui est promue vis-à-vis. Si c'est une identité, si c'est religieux, effectivement, là, le gouvernement italien, il aurait été un petit peu dans une position délicate. Effectivement, les textes font que ça peut poser problème, mais si vous retraduisez le crucifix en identité nationale, eh ben, ça peut passer. Et effectivement, c'est passé finalement. C'est-à-dire que les crucifix ont été autorisés. Le gouvernement italien est même allé jusqu'à dire que le crucifix symbolise les valeurs de tolérance au fondement de la démocratie. Bon, il dit d'autres choses encore plus étranges. Alors après, d'un point de vue historique, bien sûr, hein, on peut... Mais dans le contexte, là, c'est quand même un petit peu fort de café. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dû faire face à une coalition de pays, pas seulement à l'Italie qui faisait appel, mais à une coalition de pays, dont la Pologne, évidemment. Et la Cour a été mise sous pression par les gouvernements et a révisé son jugement en 2011. Et dans certaines études qui cherchent à comprendre pourquoi la Cour a eu une opinion
donc contre les crucifix en 2009 et favorable aux crucifix ou favorable au maintien des crucifix en 2011, il y a des études qui formulent la thèse selon laquelle, en fait, la Cour a simplement, les juges à la Cour pensaient toujours que ces crucifix ne sont pas légitimes, mais que c'était juste impossible de formuler un jugement contre les crucifix vu la coalition de pays qui se mettait en place. C'est-à-dire qu'en gros, la Cour a souhaité garder la tête haute ou sauver sa face, hein, comme on dit, sauver la face. Parce que les gens se sont dit, les juges se sont dit, je simplifie un petit peu, si on juge encore contre les crucifix, de toute façon les pays vont refuser, et donc nous, de quoi on aura l'air? Mais il y a quand même, je tiens à le signaler, une opinion divergente, c'est-à-dire que ça, le jugement de 2011, il s'est fait par un vote. Il y a des juges qui ont maintenu leur position, qui ont dit, non, dans une société multiculturelle, c'est la neutralité qui est inclusive, ce n'est pas le crucifix. Et ça, je trouve que c'est très intéressant comme opinion, parce que ça relie neutralité et multiculturalité. Parfois, on dit la neutralité, c'est un problème, parce que ça empêche la multiculturalité de s'exprimer. Mais là, dans cette opinion divergente, les deux sont liés et sont perçus comme complémentaires. Donc, un petit peu d'une manière qui existe assez souvent en France. Hein. Souvent en France, on dit la laïcité, c'est la neutralité, et c'est ça qui permet d'inclure. Je ne dis pas que le modèle français est mieux ou quoi, mais ça sonne un petit peu français, on va dire. Les juges qui ont fait cette opinion divergente, ils ont une position qui fait écho à la position laïque française, alors que ces juges ne sont pas français d'ailleurs. Ce ne sont pas des juges français. Et il y en a un parmi eux qui est italien. Alors, on m'a demandé de faire une conclusion sous forme de que faire. Je précise parce que c'est pas nous. Voilà, c'est vraiment parce qu'on me l'a dit. Hein. Je ne suis pas capable. Je considère mon boulot comme un universitaire classique. Donc, normalement, je n'ai pas à dire ça. Mais en fait, je comprends bien qu'il y a l'idée de passage à l'action, qu'est-ce qu'on fait. Bon, j'imagine que vous allez trouver ça un peu académique, un peu universitaire peut-être. Enfin, vous me direz, bon, que faire, c'est ce que j'ai essayé de faire là, quoi. Déjà, expliciter les ressources et les limites du nationalisme. Bon, c'est une proposition que je fais dans mon livre, quoi. Il y a des ressources aussi dans le nationalisme. Pas au sens où on valorise la nation en tant que telle. Personnellement, je me fiche un petit peu de la nation, ça ne m'intéresse pas. S'il n'y avait pas de nation, ça serait peut-être mieux. Enfin, je veux dire, c'est inutile la nation. En tant que telle, ce n'est pas vraiment utile. Pour moi, c'est utile en tant que ça peut porter, dans certains pays, des principes libéraux. Pour moi, la nation, c'est une sorte de moyen, simplement. Peut-être qu'on en a besoin aujourd'hui, je me dis aussi, avec la guerre en Europe. Donc, voilà, je dis ça. Dans la conclusion de mon livre, je fais référence à une position de Noam Chomsky qui dit quelque chose d'assez similaire sur l'État. Il dit l'État, ça serait bien que ça n'existe plus, parce que Chomsky, il est plutôt anarchiste, il est contre l'État. Il dit aujourd'hui, dans un monde non libéralisé, l'État peut être comparé à une cage qui protège de l'extérieur. Donc l'idée, c'est d'agrandir la cage progressivement pour qu'on ait un peu plus de liberté à l'intérieur de la cage, mais tout en étant protégé des assauts du néolibéralisme sur nous. C'est un peu ça que dit Chomsky. Il y a une phrase intéressante que je cite dans mon bouquin. J'aurais un peu tendance à dire la même chose de la nation. C'est une espèce de cage, c'est dangereux, mais si on exploite les ressources du nationalisme correctement dans un sens libéral, on peut être tout à fait inclusif, et je pense que ça ne nécessite pas des politiques multiculturalistes, ça ne nécessite pas une politique de reconnaissance des différences, reconnaissance des religions. Donc, je suis assez sceptique par rapport à ça. Voilà. Alors, ça dépend, hein, mais j'ai tendance à dire le libéralisme, ça suffit. Respect de l'autonomie individuelle, non-discrimination, solidarité sociale,
après, voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup de ressources là-dedans. Alors, pour que faire, peut-être lire Émile Durkheim, je ne sais pas. Je trouve que Durkheim avait une position très intéressante là-dessus, qui fait écho peut-être un peu à ce que j'ai essayé de dire. Durkheim, il était à la fois républicain, très Troisième République, mais en même temps, il était très moderne. Il disait que la division du travail, c'est bien. Le fait que les sociétés se complexifient, que les gens ont des positions professionnelles très différenciées, il disait, ça fait peur à certains, mais en fait, c'est bien que les gens se différencient parce que ça crée de la solidarité organique. La solidarité organique, en gros, ça veut dire, dans une société très différenciée, moi, en tant qu'individu, je suis solidaire des autres parce que j'ai besoin des autres. Moi, quand je fais un travail très, très précis sur un domaine précis, je ne sais pas faire d'autres choses. Je ne peux pas m'alimenter, je ne peux pas voyager, je peux rien faire s'il n'y a pas les autres qui ont d'autres métiers très, très, très spécifiques. Vous voyez, c'est ça, en gros, la solidarité organique, c'est le fait qu'on est dans une société composée d'organes différents. Et ils opposaient ça à la solidarité mécanique. Bon. Et voilà, donc ça, je vous fais une introduction hyper rapide à Durkheim, enfin, certains connaissent déjà. C'est simplement pour dire que je trouve qu'il y a des ressources intéressantes parce qu'à la fois, il valorise la nation, l'État, mais en même temps, il valorise la différenciation sociale. Et vous avez aujourd'hui des auteurs qui essayent de transposer cette idée durkheimienne sur la question de la multiculturalité, du pluralisme culturel qui caractérise nos sociétés. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire ici. Durkheim ne parlait pas de multiculturalité, ça ne le concernait pas à l'époque, mais son modèle, il peut inspirer la réflexion, et il y a déjà des bouquins, des articles qui sont sortis là-dessus pour travailler la question de la diversité culturelle. Je ne vais pas vous embêter peut-être avec ça. Durkheim disait que l'État est un cerveau social qui va de pair avec l'hétérogénéité du corps social. Bon, c'est-à-dire, il disait, dans une société, il y a besoin d'un cerveau central, mais c'est justement les organismes qui ont un cerveau très développé qui ont justement un corps très différencié. Vous voyez, les organismes qui ont un cerveau peu développé ont un corps très uniforme. Je ne sais pas, les vers de terre, par exemple. Les humains, c'est différent des vers de terre, c'est un gros cerveau, puis un corps très différencié, mais ça va ensemble. Donc ça veut dire que l'État, il peut être très présent tout en préservant l'hétérogénéité culturelle, etc. Bon, c'est de la théorie, mais voilà, si je peux proposer quelques ressources, des orientations de lecture, bon, ben voilà, je vous propose ça, une orientation. Alors, quand je parlais beaucoup de nation, mais quand même, en conclusion, je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie la coordination internationale. Oui, c'est vrai, la nation, ça peut être bien, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas résoudre dans un cadre national. L'évasion fiscale, il faut des réglementations européennes. L'armée, alors là, je parle de l'armée juste à cause de la guerre en Europe aujourd'hui. On se pose la question, l'armée européenne, est-ce que... Je n'ai pas de réponse, mais peut-être qu'une coordination européenne des armées serait plus pertinente aujourd'hui qu'avant la guerre en Ukraine. Et puis bon, le climat, évidemment, je ne vous apprends rien du tout. Voilà. Et donc, pour conclure véritablement, je voulais rappeler que les débats sont complexes et que la liberté ne s'oppose pas forcément à la nation, elle s'oppose à certains nationalismes seulement. Et j'espère vous avoir donné quelques exemples qui illustrent, voire montrent la pertinence de cette thèse que je vous propose. Donc en conclusion, j'ai terminé et je serais ravi d'en discuter avec vous.